Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de lancement du cluster santé Horizon Europe. Donc je suis Virginie Sivan, je travaille au ministère de la Recherche et je suis représentante au comité de programme santé. Hem et donc ce webinaire lance le cluster santé au niveau du ministère de la Recherche. Quelques précisions pratiques, comme vous voyez, le webinaire est enregistré, donc il sera, mis en ligne, donc à partir de demain. Donc vous aurez la possibilité de le revoir. Heu, Vos caméras et vos micros sont éteints. En revanche, vous avez la possibilité de poser des questions tout au long du webinaire dans le chat et vos questions seront prises, en fin de présentation et elles seront posées directement, aux intervenants. Donc le programme de cette, réunion, va se dérouler de la manière suivante. Donc je vais faire d'abord une petite introduction. Ensuite, nous aurons, le plaisir, d'accueillir, 2 représentants de la Commission européenne. Alors Irène Norstedt qui malheureusement ne peut pas être parmi nous directement aujourd'hui, mais par contre qui nous a préparé une vidéo pour la présentation du cluster santé. Donc, Irène Norstedt qui est directrice, de la direction, People. Et par contre, nous aurons le plaisir d'accueillir en live cette fois Jean-Luc San qui est, expert, à la direction People aussi dans l'unité, Health, Innovation and Ecosystems et qui pourra, donc répondre à toutes vos questions sur la présentation sur le cluster santé. Ensuite, nous aurons le plaisir d'accueillir, David Devos, donc le professeur David Devos qui, travaille au CHU de Lille, et qui, est coordinateur d'un projet Horizon 2020 qui s'appelle FAIR-Parc. Donc c'est un projet de recherche clinique sur la maladie de Parkinson et qui fera un retour d'expérience sur, sa participation en fait dans un projet européen. Et enfin, nous vous présenterons le dispositif, PCN, donc point de contact national et l'accompagnement, qui sera mis en place et qui est mis en place aujourd'hui au niveau national. Nous ferons ça, en quatuor avec, mes collègues, donc la nouvelle équipe du point de contact national santé que vous voyez là, Sophie Descamps, heu, Ro Bonjour. Vania Rosas et Catherine Tostin. Voilà, donc Bonjour. mais avant cela, en fait, je voulais, vous donner revenir un peu sur Horizon 2020 et vous donner quelques chiffres, en fait, de la participation française dans Horizon 2020. Hem, D'abord, donc alors il s'agit de données qui ont été, qui sont issues du dashboard. Donc vous savez, c'est le portail, statistique qu'a mis en place la Commission européenne. Donc ces données incluent à la fois le défi, santé, changement démographique et bien-être, mais aussi le programme IMI et le programme PME Instruments de 2014 à 2017. Donc ce qui est important de voir en fait, c'est que sur Horizon 2020, la France, a été financée donc sur les projets européens auxquels elle a participé à hauteur de, 566, millions d'euros. Donc ce qui la place, en 4e position derrière, le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Pays-Bas. Donc au final, la France aura, récupéré un financement de 9,4 par rapport, au financement total. Alors c'est une part captée qui est moins importante que la part qui est captée, de manière globale sur tout Horizon 2020, parce que là, sur Horizon 2020, on est, plutôt autour de 11. Donc on reste à la 4e place comme c'était le cas, dans le FP7. Alors, pourquoi cette place finalement et cette, part captée qui peut paraître, faible par rapport, à la capacité de recherche et d'innovation de la France? Eh bien, comme vous pouvez le voir sur ce graphe, la principale cause, c'est la participation, de la France. Comme vous pouvez le voir en fait sur ce graphique, la France, en termes de dépôt,
de propositions se situe à la 6e place, derrière l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Et vous voyez il y a vraiment un décrochage en fait entre les premiers déposants et puis la France. Donc effectivement, c'est une participation qui peut paraître faible par rapport à la capacité française et puis au nombre de chercheurs. Mais en revanche, ce qui est très positif, c'est qu'on voit que le taux de succès des participants qui postulent est très important puisqu'il est de 15,5 % alors que le taux de succès européen était de 12,2 %. Ce qui signifie que quand des participants français postulent, déposent des projets, eh bien, ils ont de fortes chances d'être financés. Il y a un autre point qui est important aussi, que je voulais souligner, c'est la coordination. Effectivement, la coordination est un aspect important en fait dans la participation au programme européen. Donc la France est présente dans 454 projets sur 821 au total, mais elle ne coordonne que 74 projets, ce qui représente 9 % des projets au total. Et donc au niveau de sa position, elle est à la 5e place, derrière les Pays-Bas, vous voyez qu'ils sont extrêmement performants, hein. L'Espagne, l'Allemagne, et le Royaume-Uni. Alors effectivement, cet aspect coordination, il est très important parce que ça donne à la fois une grande visibilité, à la fois scientifique et puis une visibilité par rapport à la Commission européenne. Et puis c'est un réel effet d'entraînement, c'est-à-dire que, quand une personne va coordonner un projet, elle va entraîner évidemment d'autres partenaires qui n'ont pas forcément l'habitude de participer et ça peut être justement une manière de faire participer plus de partenaires français. Mais en tout cas, vous aurez des explications sur justement le bénéfice d'être coordinateur tout à l'heure avec David Davos qui vous fera une présentation sur son retour d'expérience. Donc, sans plus attendre, en fait, nous allons passer à donc la présentation du cluster santé. Donc le cluster santé se situe dans Horizon Europe dans le pilier 2. Et donc il fait partie des 6 clusters du pilier 2. Et ce qui est très important à noter, c'est le budget. Donc vous voyez que ce pilier 2 a un budget de 53,5 milliards d'euros, donc il représente plus de 50 % en fait d'Horizon Europe. Mais le budget santé est extrêmement important puisqu'il est de plus de 8,2 milliards d'euros, sachant que dans Horizon 2020, on avait un budget de 7,4 milliards d'euros. Donc vous voyez, il y a une forte augmentation qui est en partie due au plan de relance, puisque le cluster santé bénéficie beaucoup du plan de relance qui a été mis en place suite à la crise sanitaire. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important à noter, ce budget important. Ce budget très, très important par rapport au budget FP7 et au budget Horizon 2020. Et bien sans plus attendre, nous allons passer à la première présentation, donc à la présentation de Irène Norstedt, sur le cluster santé. Vania, est-ce que tu peux lancer la vidéo? Voilà, merci. C'est bon. People Directorate in DG Research and Innovation. It's my pleasure to tell you a little bit more about the new program Horizon Europe and inform you about the rationale, its structure, and also the opportunities that this new program will bring. So why do we need to support research at European level? Well, EU-level action is often the best option to address certain areas for research because of the scale and multidisciplinarity, or because some national funding bodies do not provide certain type of funding, for example, the ERC grants, Marie Skłodowska-Curie actions, and the EIC SME funds. The European approach can also enable greater impact. For example, in rare diseases, where at national level, both research capacity and patient numbers can be really limiting factors. Another example is COVID-19, where we could mobilize at scale and speed. Indeed,
the COVID crisis has confirmed that preparedness is an area we really need pan-European and global approaches. We could rapidly mobilize this time because of our experience from a decade of EU actions in research in areas such as SARS, Ebola, Zika, and influenza. And access to research infrastructures. It also gives more opportunities for researchers, especially for pan-European and global opportunities for collaboration and for the researchers' careers. So what is the aim of Horizon Europe? Like previous framework programs, this new 7-year program is intended to strengthen the European Union's scientific and technological basis in order to help tackle the major global challenges of our time. And now with an emphasis on contributing to achieve the United Nations Sustainable Development Goals. How will Horizon Europe look like, and how will it differ from the previous framework programs? Well, Horizon Europe is an evolution rather than a revolution. It has been developed through a process of co-creation with stakeholders, both internal and external to the Commission, and it is intended to be much more impact-driven. This it translates into the destinations and missions concepts. If we start with Pillar 2, we see that the societal challenges of Horizon 2020 have become the global challenges of Horizon Europe. It's structured in 6 clusters, one specifically dedicated to health. Pillar 1 will focus on excellent science, and with Pillar 2, the innovative Europe pillar, which will be implemented largely through the European Innovation Council. At this point, it's very important to highlight that health research can be funded in all the 3 pillars and in all the different instruments, while the health cluster under Pillar 2 is specifically dedicated to collaborative research. Under Horizon Europe, basic research on health will continue to get extensive support through Pillar 1. Already in Horizon 2020, the ERC and the Marie Sklodowska-Curie actions are actually providing a lot more funding for health research than the current health program. Also under the excellent science pillar, Horizon Europe will contribute to support research infrastructures, which has proven to be vital investments in health research, and in particular now during the crisis, such as, for example, the European Virus Archive and the Transvac infrastructures. We also expect SMEs to benefit increasingly through the European Innovation Council, as it did already in its pilot phase in Horizon 2020, not least through the last call, which was topped out to specifically address COVID-19. In fact, about 500 million euros of the European Innovation Council funding is expected to be spent on health-related research and innovation done by companies. And this is really a fantastic figure. And we will also continue to develop synergies with other programs, including the new EU for Health and Digital Europe program, through the structural funds, to name a few. The Commission also plans to continue with financial instruments like the Innofin, Infectious Disease Financial Facility, which was reinforced with 400 million euros this year to tackle the COVID pandemic, to help companies like CureVac and BioNTech to help develop their novel vaccines. So this new program will continue to support the whole research and innovation cycle in an integrated manner, from fundamental research to understand the mechanism of a disease into developing a new therapy, to just mention one example. But I would now like to come back to Pillar 2 and our strategy for the health cluster. The foremost aims of this health cluster is to contribute to the promotion of social cohesion and inclusiveness and the health and well-being of people. What does this mean in practice? Well, it means to help develop an economy that works for people by supporting research and the coordination of research efforts in order to make innovative, high-quality health technologies and healthcare both available and affordable for citizens, and to make healthcare systems more accessible and sustainable, including through the digital transformation of health and care.
So to achieve these ambitious goals, we need to address some major challenges: a complex evolving demography, aging, multimorbidities, immigration, and other aspects, achieving greater resilience and equity in our healthcare systems, and the need to be better prepared for the accelerating pace of change and possible shocks to our societies, as the current pandemic has shown so comprehensively. Research and innovation actions under this cluster will be key to address the health-related challenges by advancing knowledge and capabilities, and by improving our understanding of health and diseases, and by developing innovative methodological and technological solutions to better manage health and disease, and by designing sustainable approaches for the digital transformation and the delivery of integrated, person-centered and equitable health and care services. On that basis, the health cluster is structured around 6 destinations. To reach destination 1, staying healthy in a rapidly changing society, research and innovation should provide new evidence, methodologies, and tools to understand the transition from health to disease, preventing diseases, and promoting health. Expected impacts include the promotion of healthier lifestyles, behaviors, and environments to enable citizens to stay healthy throughout their lifetime. Innovative evidence-based services, policies, and guidelines for health promotion and disease prevention should also be attacked. Accessible, equitable, and effective co-designed digital solutions for promising and preventing diseases. And finally, strong collaborations across sectors and with other Horizon Europe clusters to transform the healthcare system from reacting to illness to proactively promoting health and preventing disease. Destination 2 is about living and working in health-promoting environment. The environment we live in and work in has a direct or indirect beneficial or adverse impact on human health and well-being. It is a major determinant of health and well-being. Among the expected impacts are the knowledge base necessary to identify and assess the risk and benefits for health of living and working environments in order to enable the design of health promoting and disease preventive policy actions and dissemination of best practices. Solid scientific evidence and uptake of research results into relevant environmental, occupational, social, economic, fiscal, or health policies at EU, national, and regional level. And finally, as well as new and improved health interventions, technologies, tools, and services for health and care. Destination 3 focuses on tackling disease and reducing disease burden. The expected impacts are for health burden of diseases in the EU and worldwide to be reduced through effective disease management, including through the development and integration of innovative diagnostic and therapeutic approaches, personalized medicine approaches, digital and other people-centered solutions for health and care. In particular, patients should be diagnosed early and accurately and receive effective, cost-efficient and affordable treatment, including for rare diseases, due to effective translation of research results into new diagnostic tools and therapies. Premature mortality from non-communicable diseases should be reduced by 1/3 by 2030. Mental health and well-being should be promoted, and the voluntary targets of the WHO, which has an immediate impact on the related disease burden. This is called the DALIs. Healthcare systems should be better prepared to respond to health emergencies. People should benefit from reduced health threat of epidemics and resistant pathogens. And finally, patients and citizens should be knowledgeable of disease threats. They should be involved, they should be empowered to be able to make and shape decisions for their health and to better adhere to knowledge-based disease management strategies and policies. And as you know, with COVID-19, this is something really, really important. Destination 4
is ensuring access to innovative, sustainable, and high-quality healthcare. Research supported under this destination should contribute to the following impacts. Health and social care services and systems that have improved governance and are more effective, efficient, accessible, resilient, trusted, and sustainable, with health promotion and disease prevention at their heart. Healthcare providers that are trained and equipped with the skills and competences suited for the future needs of the healthcare systems. People that are enabled to play a key role in managing their own health and care, and informal carers that are fully supported and specific needs for more vulnerable groups that are recognized and addressed. People should benefit from improved access to healthcare services, including safe, effective, and affordable essential medicines and vaccines. Health policy and systems can adopt a holistic approach for the evolution of health outcomes and value of public health interventions and the organization of health and care in decision making. Destination 5 is about unlocking the full potential of new tools, technologies, and digital solutions for a healthy society. Research under this destination should contribute to Europe's scientific and technological expertise and know-how, its capabilities for innovation in new tools, technologies, and digital solutions, and its ability to take up, scale up, and integrate innovation into health and care. It should enable researchers, innovators, and healthcare providers to use health data and artificial intelligence supported decision making in a secure, ethical, acceptable, and trustworthy manner. And citizens should benefit from targeted and faster research results in safer, more efficient, cost-effective, and affordable tools, technologies, and digital solutions for effective personalized disease prevention, diagnosis, treatment, and monitoring for better patient outcome and well-being, in particular through increasingly shared health resources. Destination 6 is maintaining an innovative, sustainable, and globally competitive health industry. The health industry is a key driver for growth and has the capacity to provide health technologies to benefit of patients and providers of health and care services in Europe and worldwide. At the same time, the path of innovation in health is long and complex, and the development of novel health technologies often involves high risks. Research funded under this destination should contribute to a healthy industry that is more competitive, sustainable, and growing, providing high-value jobs and contributing to economic growth, in particular for small and medium-sized companies, by tapping into markets and providing European leadership in breakthrough health technologies and innovations. Citizens, healthcare providers, and health systems should benefit from swift uptake of innovative health technologies and services, offering significant improvements in health outcomes. Health industry should work more efficiently along the value chain, from the identification of needs to the scale up and take up of solutions at national, regional, and local level, including through early engagement with all stakeholders to ensure suitability and acceptance of the new solutions. So in Horizon Europe, we will of course also continue with partnerships. And here we have both partnerships such as public-public partnerships, where we partner up with research funders at national or even regional level. And we also have public-private partnerships, such as the current Innovative Medicines Initiative that we will propose a continuation, but with a wider set of industry associations, broader set of technologies, and slightly different type of scope. We will also continue to engage at the global level through a proposal also for a follow-up of the current European and developing countries clinical trials partnership, which is a specific partnership with partners in sub-Saharan Africa. Another feature of Horizon Europe, and this is a new feature compared to Horizon 2020, and this is the missions.
There are 5 mission areas being developed. One of those is specifically dedicated in the health area, and this is the mission on cancer. This mission will, of course, actively contribute to the Europe's Beating Cancer Action Plan. And here we have had a cancer mission board who has worked very hard over the last year to develop a report that was handed over to the Commission in connection with the Research and Innovation Days in September. This report identified 5 areas of action, and these are understanding, prevention, diagnosis and treatment, quality of life, and equitable access. It makes 13 specific recommendations, and we are currently exploring the possibilities for how they can be implemented. So, but how do we continue now, and how have we also shaped Horizon Europe? We have actually worked in a different way this time compared to any previous program, because we have used a lot more consultation processes, when we have done a lot more what we call co-creation and co-design, both inside the Commission and also with external stakeholders. And I would specifically like to mention the open stakeholder consultations, which has been done online, and also the European Research and Innovation Days, where we had our first one in 2019 and the second one in September now in 2020. And this has been really important events, which has helped us to also shape this future program. So where are we now, and what are the next steps? Well, we are working very hard now into the implementation of this new program, and we aim to launch the first calls for proposals mid-spring 2021, and with deadlines, we think, after the summer, sometime in the early autumn. It is a bit tentative for this time, as there are several factors that is a little bit out of our control. But I would like to also mention a couple of very specific issues, which are more of horizontal nature, which is really important to think about. We have now gone through more the specificities for health research, but I think there are a couple of other issues that are really important for this program that will need to be implemented, not only in health, but in all the different areas. One of them is gender. The integration of the gender dimension into the research and innovation content is really important and will be further strengthened. And a novelty in Horizon Europe will be the gender equality plans that will become an eligibility criterion for public bodies, research organizations, and higher education institutions. This is really important to be aware about, so please make sure that you do have such plans in your institution. Ethics and integrity remain absolute priorities, absolutely. In Horizon 2020, we have further worked on open science and the open science practices. This will also continue to be a very strong priority, needs to be taken into account. Also, the social sciences and humanities needs to be taken into account, also in all the areas. And last but not least, international cooperation. Of course, health is an area which lends itself very much to cooperation at the international level. So this is, of course, also a very strong priority for us in the health field. So as we move forward now to the first calls, what should you expect? Well, actually, the work programs will look slightly different than what I have done in the past. They will focus a lot more on the impact, and actually the work programs and the topics will request pathways to impact, which means that there should be a focus on which impacts the projects should achieve. And the topics will give a challenge, and it's then up to the applicants to present a convincing trajectory to achieve the impacts that are requested in this specific topic. This is quite a new approach that will demand some thinking from you as applicants how to go about.
The application process as such will not change. There will be the same 3 evaluation criteria that has been used before, but it will be somewhat simplified, and in particular the implementation criteria. So what can you do now? Well, stay informed, keep informed. You can follow us on Twitter. You can also register on the European Commission's portal for funding and tenders opportunities, and there you will also find regular updates. I also encourage you to keep in touch with your contact points in your country. They are there to guide you through the opportunities of this future program, and their contact details are also available on the portal that we have. Get involved. We are constantly looking for help to evaluate projects. This is also a good way to learn more about how the EU funding is working. So we very much encourage you to register on, again, on our portal to become an independent evaluator for one of all the different programs that we have under Horizon Europe. So in conclusion, Horizon Europe builds on the past experience, on our investments, and on the networks and partnerships that we have done and gained experiences from through Horizon 2020 and previous programs. And it will offer plenty of opportunities for collaboration at European and at global level. And we are very much hoping that this new program will have an even higher impact than our previous programs. And I very much encourage all of you to participate as an applicant, as an evaluator, and also, of course, in any of the future events where you can learn more about the specificities of this program. So thank you very much for listening, and we hope to see you soon. Voilà, donc c'était vraiment une présentation très globale, très générale en fait, qui vous montre tous les aspects du cluster santé. Maintenant, voilà, vous pouvez poser toutes les questions. Donc, Jean-Luc San, donc on vous voit à l'écran. Est là, donc de la Commission européenne, est là pour répondre aux interrogations que vous avez. Alors l'idée, évidemment, hein, aujourd'hui, ça n'est pas de rentrer dans le détail des appels à projets, hein, puisque le programme de travail n'est pas encore sorti. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus générales, plus globales, qui seraient intéressantes en fait d'avoir comme information. Mais justement, je vais peut-être commencer le bal, parce que justement, je dis que le programme de travail n'est pas encore sorti. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur la date de publication de ce programme? Oui, alors, bonjour, merci de l'invitation. Je vous prie d'excuser Irène, qui malheureusement ne pouvait pas être là aujourd'hui. L'adoption du programme a été un peu retardée, puisque initialement, on pensait publier en avril. D'après les informations que j'ai, bon, aujourd'hui, normalement, c'est la clôture de la procédure de comitologie. Donc, les comités de programme concernés doivent avoir adopté le programme de travail. Donc, maintenant, il y a une procédure interne qui devrait conduire à une adoption d'ici, je crois, le 11 juin, et donc une publication le 14. Ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que du coup, nous avions prévu une journée d'information sur ce programme de travail au mois de juin, et cette journée d'information est reportée au 2 juillet. C'est 2 juillet pour le cluster 1 et c'est 1er juillet pour le cluster 2. Donc, retenez quand même ces dates, parce que ce sera l'occasion pour nous de présenter le programme de travail sous un jour beaucoup plus, peut-être plus pratique, à la fois sur les règles, comment soumettre une proposition, mais aussi sur l'exposé des différents sujets que je ne peux pas faire aujourd'hui. De toute façon, je ne connais pas par cœur non plus le programme de travail, qui est assez considérable. Voilà. Merci. Sophie, est-ce que tu peux nous dire s'il y a des questions dans le chat? Oui, et donc il y avait initialement la même question que toi, mais qui était complétée par une question sur les dates limites. Donc,
on demande si le fait que la publication des programmes de travail soit retardée, est-ce que les dates limites vont être repoussées? Alors, c'est la question un peu redoutée. À ma connaissance, pour le moment, la date limite n'est pas repoussée. La raison en est que bon, ça crée un certain nombre de problèmes d'organisation pour les évaluations et la signature des accords de subvention par la suite. Et on voudrait ne pas prendre de retard aussi sur la mise en place des appels 2022. Donc, pour l'instant, la date, c'est toujours le 21 septembre. Sauf pour le cluster 2, où j'ai appris aujourd'hui que normalement, ce serait, vous l'avez noté, au mois d'octobre, début octobre, je crois que c'était le 6 octobre, j'ai dû noter. Non, le 7 octobre pour le cluster 2. Donc, 21 septembre pour le cluster 1 et 7 octobre pour le cluster 2. Alors, je parle des deux clusters parce qu'en fait, ces deux composantes du deuxième pilier du programme sont en fait réunies dans la même direction, la direction People. Donc, ça fait partie de nos activités. Très bien, merci. On a une autre question sur les missions cette fois-ci. Donc, question générale, comment elles vont être structurées? Est-ce qu'on a des informations à ce sujet et quelle sera la participation des citoyens dans ces missions? Alors, les missions sont relativement autonomes, donc oui, normalement, il doit y avoir des consultations citoyennes. On a déjà eu pour notre programme de travail une consultation citoyenne. Initialement, il était prévu que les missions soient dotées d'un budget conséquent pour finalement avoir leur propre programme, en quelque sorte. Et il apparaît en fait que la plupart des sujets qui seront en fait avancés par les missions seront prises en compte par les clusters. Et donc, je crois que c'est 10% de notre budget qui sera dédié à la mission cancer. Donc, ce sont en fait des sujets à venir dans les programmes de travail de notre cluster. Il y a déjà un certain nombre, je ne vais pas trop m'avancer, il y a déjà un certain nombre de sujets qui sont liés directement à la mission cancer. D'accord, donc vous dites que les appels de la mission cancer seront publiés dans le cluster? Ce ne sera pas un programme de travail séparé? C'est-à-dire qu'en fait, ils ont, comme j'ai compris, un budget autonome pour des activités qui sont vraiment exploratoires, de mise en réseau, enfin voilà, un certain nombre d'éléments de coordination. Mais pour ce qui est des projets de recherche, que ce soit de recherche translationnelle, alors à ce moment-là, ce sera dans le cluster. D'accord. C'est-à-dire qu'on va prendre en charge une partie des activités de la mission. OK. Donc il y aura, parce que moi j'avais compris qu'il y avait une partie des, enfin qu'effectivement aujourd'hui il y a une transition entre, enfin en tout cas pour la mission cancer, c'est vrai que la mission cancer elle est en ce moment elle est, bon ce qui est discuté c'est sa mise en œuvre, donc pour l'instant il n'y a pas de projet de recherche et d'innovation, mais j'avais compris que dans le programme de travail, mission, il y aurait, alors pas cette année évidemment, mais l'année prochaine, le lancement d'appels à projets de recherche et d'innovation. Sachant que c'est vrai qu'aujourd'hui Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont un budget qui, je crois que c'est 200 millions d'euros au total, donc c'est moins important que ce qui était prévu initialement. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, ils délèguent une partie de leurs activités aux différentes composantes du programme, donc en particulier au cluster 1. Mais c'est vrai qu'il n'y aura pas beaucoup de sujets cancer dans le premier programme de travail parce qu'initialement, c'est la mission qui devait prendre en charge. Donc, on s'était un petit peu tenu à l'écart de ces activités. Et puis finalement, ça va nous revenir. D'accord. Donc actuellement, en effet, il y en a 2 qui sont uniquement ciblés sur le cancer. Ensuite, il y a une question qui est peut-être un peu précise sur les topics. Donc, est-ce que les maladies zoonotiques associées à la faune sauvage pourront être incluses dans les destinations cluster? Donc, je ne sais pas si vous avez la réponse à cette question. J'allais dire, dans l'absolu, oui, en fait. C'est-à-dire que tous les thèmes de recherche liés à la santé peuvent être
peuvent être prises en compte. En fait, après, ça dépend du sujet. Je ne crois pas qu'il y ait... Enfin, je sais pas. Il faut voir quels sont les sujets et ensuite, même à l'intérieur d'un sujet peut-être plus global, il peut y avoir une composante liée aux ONI. Donc là, il faut aller attendre en fait la publication du programme de travail et voir plus dans le détail ce qui sortira. D'accord. Et du coup, il y a une autre question qui est, est-ce que les destinations sont indépendantes ou comment sont-elles liées entre elles si elles le sont? C'est-à-dire qu'en fait, elles appartiennent toutes en fait, au même cluster. Il faut voir qu'il y a cette logique d'impact qui est quand même une logique forte d'Horizon 2020. Les destinations correspondent en fait à des domaines d'impact. Donc, que ce soit les soins, que ce soit l'innovation technologique, l'accès au marché des technologies de santé, etc. Ça correspond à ces différentes destinations. Dans la structure du programme de travail, vous allez retrouver ces destinations avec des sujets. Il n'y a pas de mélange en fait entre les sujets. Mais par contre, dans la discussion, oui, il y a eu des discussions globales sur l'ensemble de la destination, et puis des discussions par destination. Et il y avait pour chaque destination, dans l'élaboration du programme de travail, un groupe rédactionnel qui prenait en compte à la fois les contributions, enfin en tout cas les desiderata qui avaient été exprimés par les citoyens et qui avaient conduit à l'élaboration du plan stratégique, et les propositions des autres services de la Commission, parce que, comme l'a dit Madame Norsted, en fait, c'est un processus de co-création. Donc, on a reçu beaucoup d'informations et de demandes de la part de la Direction générale santé, de la part de Connect, ou même du Centre commun de la recherche. Mais pour les proposants, oui, c'est d'une certaine manière un peu cloisonné, c'est comme les chapitres d'un livre, quoi. Très bien, merci. Et du coup, moi j'avais une question pour revenir sur l'impact, parce que dans l'exposé qu'on a eu avant, il a été bien indiqué que il y avait une importance qui était donnée à cet impact. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu quelle est la différence en fait par rapport à Horizon 2020, comment ça va être noté, qu'est-ce qu'il faut écrire de différent dans la proposition, est-ce qu'il y a des nouveaux éléments à prendre en compte? Voilà, clarifier ça peut-être pour les proposants. Oui, alors en fait, il y a l'impact, ça correspond vraiment à un niveau global. Et je veux dire, bon, tout à l'heure, j'ai parlé du plan stratégique parce que j'ai oublié de préciser que suite, en fait, aux consultations assez larges que nous avions mises en œuvre au début du lancement du programme, on a développé, en fait, un plan stratégique pour 4 ans, donc avec des objectifs et des impacts attendus qui sont quand même assez vastes. Et ensuite, dans la mise en œuvre, on a 2 programmes de travail de 2 ans. Donc là, on a élaboré le premier qui va être bientôt publié, puis ensuite, on va bientôt travailler sur le 2e programme de travail. Au début de chaque destination correspond en fait à un domaine d'impact attendu. Par exemple, si je prends la destination 6, il s'agit en fait de mettre sur le marché et à la disposition des fournisseurs de soins et des patients les innovations technologiques dans le domaine de la santé. Donc, il y a là un impact global qui est attendu pour cette destination. Et puis, quand on arrive au niveau des sujets, c'est-à-dire pour les proposants eux-mêmes, on s'éloigne un peu de cet impact qui est plus je vais dire un objectif global de la commission, et on arrive plus à ce que l'on appelle dans le programme de travail l'outcome, qui est plus l'effet en fait attendu du projet. Donc, vous avez à l'issue du projet des résultats, qui sont les résultats habituels, hein, les publications, les éléments livrables, etc. À partir de ces résultats, on espère avoir un effet, c'est-à-dire par exemple, si vous avez développé un nouveau dispositif diagnostique, et bien qu'on ait des industriels prêts à s'emparer de cette innovation pour la développer et conduire à la mise sur le marché d'un nouveau dispositif diagnostique. Et si on va un peu plus loin, alors vous avez un impact qui est beaucoup plus global, c'est-à-dire par exemple un test diagnostic contre le coronavirus.
on pourrait, au niveau de l'impact, penser plutôt ça en termes de stratégie globale de dépistage de la maladie pour contenir en fait la maladie. Donc, quand on est proposant, on doit se concentrer en priorité sur les effets, disons, à court et moyen terme, donc l'outcome, qui correspond un peu dans le vocabulaire à ce qu'on appelait impact autrefois dans Horizon 2020, mais il faut faire quand même le lien, il y a donc ce petit exercice de style, faire le lien avec l'impact de la destination. Donc, vous avez une destination, un sujet qui vous intéresse, vous regardez bien le cadre du sujet, donc le scope, vous regardez bien l'expected outcome, donc qui est en fait un impact à court terme, et vous regardez quel est l'impact global attendu de la destination et vous essayez de faire le lien. Mais bien évidemment, ce qui doit être développé le plus, c'est ce que le projet va directement promettre d'une certaine manière. C'est-à-dire si vous êtes en train de développer des instruments de diagnostic, bon, ben, ce que vous devez essayer de démontrer, c'est que ça correspond à un besoin des services de santé, que ce sera adopté par le corps médical. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien clair. En fait, c'est une question de terminologie essentiellement. Si, en fait, le projet doit à la fois indiquer comment ces résultats vont contribuer à ces fameux outcomes dans un moyen court terme, on va dire, et puis à plus long terme aux impacts globaux de la destination. Voilà. Mais le projet est quand même avant tout jugé sur l'outcome. Parce que d'une certaine manière, quand on a rédigé le programme de travail, on a proposé, puisqu'on est quand même dans cette partie d'Horizon 2020 qui est quand même un peu prescriptive, puisque le pilier 2, ce n'est pas bottom-up, comme on dit, mais top-down, donc c'est prescriptif. À partir de là, donc nous, on a proposé des sujets qui sont censés répondre à l'impact attendu de la destination. Donc d'une certaine manière, on a déjà fait la moitié du chemin. Les proposants doivent juste préciser qu'ils sont bien dans cet esprit-là. D'accord. Virginie, est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Oui, on a encore le temps. Non, pour deux questions, même, oui, on peut y aller. Donc, il y a une autre question qui vient d'arriver, c'est comment est pris en compte le genre dans le cluster 1? C'est très général comme question. Mais... Oui, alors il y a des nouveautés. Donc, le genre était déjà pris en compte dans Horizon 2020. Maintenant, par défaut, de toute façon, les projets doivent prendre en compte les questions de genre. Si on estime que le projet, qu'il n'y a pas de dimension de genre dans le sujet, si c'est quelque chose, je ne sais pas, moi, sur l'énergie nucléaire, mais ce n'est peut-être pas le cas dans le domaine de la santé, alors à ce moment-là, on peut préciser que ce n'est pas un sujet où on s'attend à ce que les proposants développent cette question-là. Mais sinon, ils doivent prendre en compte la question du genre, qui doit être comprise dans un sens très général, c'est-à-dire que c'est à la fois le genre du point de vue social et culturel, mais aussi le sexe du point de vue biologique. Cette définition est assez vaste. Il y a une autre prise en compte du genre qui est en fait la place des femmes dans la recherche, et ça c'est quelque chose qui est pris en compte dans tous les cas en fait. Je crois qu'il n'y a pas de possibilité d'y échapper. Donc il y a des tableaux dans les formulaires des proposants. Ils doivent fournir un certain nombre d'informations et les entités légales qui veulent participer au projet financé par Horizon 2020 doivent avoir un plan de lutte contre les discriminations de genre. Ça, c'est un élément qui ne concerne pas directement les proposants, mais plutôt leurs institutions, parce que c'est un élément qui sera pris en compte au moment de la validation des entités légales. Donc, c'est quelque chose qui sera vérifié. Autrement dit, quand vous allez soumettre une proposition, vous allez avoir, ça va être purement déclaratif, oui, mon entité légale a un programme de lutte contre les discriminations de genre, et on ne va pas aller plus loin. Et ensuite, quand l'entité légale va devoir être validée par l'agence pour pouvoir signer l'accord de consortium, alors à ce moment-là, elle devra fournir les éléments. Et une fois que c'est validé, après, c'est valable pour toutes les participations de la même entité dans les sujets d'Horizon Europe. Merci.
Sophie, je voulais peut-être reprendre une question qui avait été posée dans le chat, qui était peut-être... la question, c'était quel était le lien entre le cluster 1 et le cluster 2, parce que vous avez dit effectivement que ces deux clusters étaient gérés par la même direction. Mais au-delà de ça, la question, c'est peut-être est-ce qu'il y a des liens avec d'autres clusters, entre le cluster 1 et d'autres clusters, et il y a une autre question aussi par rapport au SHS, parce qu'on parle beaucoup de SHS dans Horizon Europe, en mettant l'accent sur le fait qu'il faut que les SHS soient impliqués dans les propositions. Et qu'est-ce qu'attend la commission par rapport à ça? Donc il y a deux questions, le lien entre cluster 1 et les autres clusters, et puis comment, voilà, qu'est-ce que la commission attend de la participation des SHS? D'une manière générale, bon, les deux clusters sont dans la même direction, donc forcément il y a une communication qui se fait assez naturellement, mais d'une manière générale, il y a un lien entre les différents clusters. C'est lié à cette approche de co-création, c'est-à-dire que les différentes directions sont dans les différents clusters qui préparent leur programme de travail. Donc chacun a un mot à dire dans l'autre cluster. Et la deuxième chose à savoir, c'est qu'effectivement, dans le domaine santé, on peut être amené à prendre en compte des questions socio-économiques. Il y a notamment beaucoup d'éléments où l'on veut appliquer plus peut-être les citoyens ou les patients. Donc, il y a de la place pour les gens qui travaillent dans le domaine des SSH dans les sujets. Il y a, je crois, un sujet lié au cancer où, là, de manière explicite, on dit que l'on attend des experts dans ce domaine-là. Donc, il faut voir dans le programme de travail, quand rien n'est dit, par défaut, oui, vous pouvez participer, mais ça dépend du sujet et si c'est pertinent. Quand c'est spécifiquement mentionné dans le projet, alors à ce moment-là, oui, vous devez avoir une composante SSH dans la proposition. Par ailleurs, le cluster 2 peut avoir des sujets qui sont liés directement à la prise en compte des problèmes de santé. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des sujets de cette manière. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a une importance assez grande qui est donnée au partenariat dans le cas d'Horizon Europe, puisque un des mots-clés avec impact, c'est aussi la synergie, et donc les partenariats sont un bon moyen de mettre en place de la synergie. Et donc ça, c'est par contre déjà annoncé, il va y avoir un partenariat sur les systèmes de santé. Donc on peut s'attendre à ce que dans le cadre de ce partenariat, il y ait des études socio-économiques, des projets pour l'implication des patients, de la société civile, l'augmentation de la connaissance de l'information médicale de la société. Donc, je crois que c'est un peu partout, mais il y a des liens. Oui. Ils ne sont peut-être pas aussi évidents du point de vue structurel, mais ils sont là. Merci. On a encore le temps pour les questions. Donc, il y a une autre question sur quelle est l'attention portée à la prévention santé dans le cluster en général, dans le cluster santé. Il y a en fait une destination complète qui est consacrée à cette, oui, cela, c'est toute la partie Staying Healthy, là c'est la destination 1. Donc oui, c'est un des éléments importants de ce cluster, sans aucun doute. Il y a peut-être, je n'ai pas vérifié le nombre exact de sujets, bon, il y a certainement une pondération un petit peu différente, parce qu'il y en a certains sur la prise en compte des maladies qui est forcément peut-être un peu plus importante que d'autres, mais la prévention, oui, c'est un élément important. Et par ailleurs, puisque l'on a à moyen terme l'idée aussi de promouvoir un partenariat dédié à la médecine personnalisée, c'est aussi une des composantes qu'on essaye de pousser. Oui, donc la prévention est un élément important. Merci. Il y a une question sur les cross-cutting issues. Donc, dans son exposé, Irène Marchette a expliqué que sont attendues des combinaisons de sujets avec des approches complémentaires. Pourriez-vous donner des exemples ou des éclairages à ce sujet?
Je n'ai pas... à Question quel compliquée. moment? C'était par rapport à la dernière... C'était par rapport à quel moment? On va demander à la personne de préciser sa question. Oui, Là, parce que j'ai pas très bien cerné... Et donc après, du coup, il y a une autre question, peut-être c'est pas clair pour Parce que tout le monde. pour moi, disons qu'il y a des, excusez-moi, il y a des questions comme la question de genre, c'est quelque chose d'horizontal, donc c'est dans dans tous les sujets. L'implication des citoyens, c'est aussi un élément. Oui, donc je vous écoute. D'accord. On demande à la personne de préciser si jamais ça répond pas à sa question. Oui, peut-être repréciser qu'est-ce qui est une destination, qu'est-ce qu'il faut en comprendre. Donc c'est vrai qu'on a mis, nous, un peu de temps à comprendre le lien avec la planification stratégique, les impacts traduits en destination, et c'est peut-être pas encore clair pour tout le monde. Si vous pouviez repréciser, voilà, d'où sortent ces destinations. Alors, il faut revoir le plan stratégique, en fait. Il y avait eu d'abord un premier document qui était des orientations vers un plan stratégique, et à la suite, il y a eu un deuxième document qui est le plan stratégique et qui définit un certain nombre de domaines dans lesquels on espère avoir un impact conséquent. Et ces domaines d'impact correspondent en fait, ils se déclinent en destination dans le programme de travail. Donc c'est la même chose en vérité. Merci pour cette précision. On va arrêter là, sauf si la question de tout à l'heure était précisée. Si, Oui, non, c'était une indication générale. C'est intéressant qu'on peut imaginer des sujets croisés comme la prévention santé par le sport, par exemple. Donc après, j'imagine qu'il faut aller voir les sujets en particulier qui doivent en fait comprendre déjà cette dimension interdisciplinaire. Oui, alors, mais là si c'était la question, les sujets sont des sujets en général interdisciplinaires. Et du fait aussi du processus de co-création et du fait aussi des priorités de la commission, vous pouvez avoir des composantes qu'on ne prenait pas tellement en compte autrefois, comme la question de l'environnement, par exemple, qui est beaucoup plus présente aujourd'hui dans les sujets. Donc là où on était sur des sujets santé proprement dit, maintenant on a des sujets qui intègrent la question environnementale au-delà de la question de la toxicologie, par exemple. Donc oui, il y a cette dimension-là. La question de la numérisation de l'économie et donc aussi des systèmes de santé est une question qui est transversale. Si c'était ça la question, oui. Et c'est pris en compte dans l'approche même de co-création que nous avons mis en place pour élaborer le programme de travail. Merci beaucoup. J'espère que ça répond à la question. Je pense. merci beaucoup en tout cas pour C'est avoir moi qui vous répondu remercie. à ces questions. Et puis, sinon, mais ça éclaircit bien effectivement, parce qu'il y a beaucoup de c'est vrai qu'on dit que c'est une évolution et pas une révolution, mais il y a des changements, notamment sur l'impact qui sont assez importants. Donc c'est important d'avoir la vision de la commission sur ces aspects-là. Donc Virginie, pardon, je prends une dernière question oui. Que j'ai oubliée. Sur les pays associés à Horizon Europe, est-ce que vous avez une vision de quand est-ce qu'on saura quels sont ces pays et en complément, est-ce qu'on peut inclure des partenaires Royaume-Uni dans les consortiums en cours de montage et raisonnablement pensés qui seront effectivement associés au programme? Alors, je n'ai pas de date précise parce que les négociations sont en cours. Bon, il y a certaines négociations qui sont compromises, comme celle avec la Suisse, du fait qu'ils ont rejeté l'accord global. Donc, je ne sais pas très bien, là, ça va peut-être prendre un an avant qu'ils nous rejoignent, mais on avait déjà connu ça dans un précédent programme. Normalement, le Royaume-Uni devrait être associé puisque c'était déjà prévu dans l'accord commercial qui a été signé. Donc, je ne vois pas de difficulté avec le Royaume-Uni, comme je ne vois pas a priori de difficulté avec les pays qui étaient déjà associés au programme Horizon 2020. Donc, il y a cette difficulté avec la Suisse, mais pour les autres, je n'en vois pas. Je crois qu'il y a des discussions qui sont ouvertes avec le Maroc pour l'association. Donc là, je ne sais pas trop ce que ça donnera, mais pour les autres, c'est assez sûr.
Pour ce qui est des pays au-delà des frontières de l'Europe, parce que vous savez qu'avec Horizon 2020, on peut avoir des associations avec des pays au-delà, le Japon, l'Australie, enfin il y a un certain nombre de pays qui sont intéressés. Là, par contre, je pense qu'on n'aura pas des accords signés pour pour tout de suite, et ce sera plutôt pour 2023. Mais pour le premier appel, normalement, ce sera possible. Ce qui va se passer, c'est que je pense que la règle sera, on aura peut-être plus d'informations sur la manière de procéder lors de la journée d'information du 2 juillet, mais normalement, ce que je recommanderais aux proposants, c'est de prendre en compte l'impact sur leur projet d'un éventuel échec de la négociation. Savoir que euh, pour qu'une proposition soit éligible, il faut qu'il y ait 3 États membres ou associés. Donc, normalement, ces États-là vont compter comme des États associés. Si ensuite, bon, il y a échec, à ce moment-là, ça pourrait remettre en cause l'éligibilité de la proposition. Donc, il serait préférable d'avoir au moins un 4e État. Et pour ce qui est du budget aussi, les États associés reçoivent de l'argent de l'Union européenne au travers du programme cadre. Mais s'il y avait échec, comme ça a été le cas par exemple temporairement pour la Suisse étant un pays développé, évidemment maintenant elle ne peut plus prétendre dans l'immédiat en tout cas à un financement dans le cadre d'Horizon 2020. Donc si vous avez un partenaire pour lequel vous pouvez avoir un doute, il est préférable de vous assurer que ce partenaire a des fonds propres pour, je dirais, financer sa propre contribution au projet. C'est tout simplement une question de prudence, mais normalement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va poursuivre cette demi-journée de lancement par donc un retour d'expérience du professeur David Devos. Bonjour, merci de votre présence. On ne vous entend pas, mais peut-être qu'on va vous entendre. Bonjour, vous m'entendez Oui, là? voilà, on vous entend très bien. Ouais. Donc, eh bien, écoutez, je vous laisse la parole. Très bien. Alors, j'ai normalement des diapositives, si ça marche. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. Par contre, il n'est pas en mode présentation. OK. Voilà, c'est parfait. Alors, tout d'abord, merci de me donner l'occasion de faire ce retour d'expérience. J'ai vu qu'il y avait 136 personnes qui étaient connectées qui ont envie de se lancer dans ces aventures. Donc, je vais vous présenter, c'est toujours un peu difficile de faire un retour d'expérience qui puisse être profitable à chacun d'entre vous. Je ne vais bien sûr pas rentrer dans la science ni dans la médecine, mais juste pour donner quelques petits éclairages sur comment les choses se sont mises en place. Alors, tout d'abord, cette étude faire part 2, donc H2020, on a eu un grant de 6 millions d'euros, 15 partenaires, et l'objectif était de démontrer qu'un traitement pouvait être pour la première fois neuroprotecteur dans la maladie de Parkinson. Et donc c'est assez ambitieux, et comme il a été dit juste précédemment, il faut évidemment, on n'arrête pas de le redire, mais il faut prendre beaucoup de temps pour bien relire chaque appel pour être sûr de tomber parfaitement dedans. Et là, quand on l'a lu, on était vraiment pile poil dans cette dynamique. Et il y a eu, je pense, parmi tout le H2020, c'était de 2014-2015, il y a eu 6 essais thérapeutiques qui ont été financés avec une vraie volonté de faire ça. 24 centres, 8 pays. Voilà, et donc 372 patients qui devaient être inclus, avec un projet qui devait faire 60 mois et qui a fini en 78 mois. Alors, comment ce projet naît? Alors, juste pour faire un petit peu d'idée, forcément, en tant que scientifique et médecin, on tombe sur différentes informations, des articles qu'on croise. Bon, il y avait d'un côté le fait qu'on sait que dans la maladie de Parkinson, il y a une surcharge en fer dans la région qui dégénère. On sait que, et puis, il y a d'autres qui ont développé des traitements qui chélatent le fer, c'est-à-dire attrapent le fer, mais avec des doses plus faibles, peuvent le faire gentiment et doucement, et on peut le suivre par IRM. Et donc, confrontant tout ça, je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Et j'avais commencé à travailler avec un labo canadien, Pharma, qui avait une molécule qui paraissait une molécule clé. Et on avait fait une première étude pilote. Par chance, un Anglais aussi à Londres, qui est devenu maintenant un bon collègue, a fait aussi une étude pilote. Et ces 2 études pilotes avaient des signaux positifs
plus toute une étude préclinique qu'on avait menée auparavant. Et donc, on est arrivé sur l'appel de manière très forte. Donc, avec des arguments forts scientifiques, médicaux, une originalité. Et puis, enfin, moi, j'aime bien les appels d'offres européens. C'est toujours, bon, c'est toujours compliqué et infernal au niveau administratif, mais c'est des vrais appels d'offres qui sont où il faut vraiment qu'on apporte, justement, je vous entendais parler juste avant de l'impact, il faut vraiment qu'il y ait un impact réel. Hein, ce n'est pas le sujet de l'ANR, on est bien d'accord. Il faut vraiment qu'il y ait un impact clé et ça, ça paraissait évident, bien évidemment. Alors, l'autre point, c'est qu'ensuite, il faut chercher les partenaires, et j'entendais à l'instant les pays. Oui, il faut en prendre plusieurs, évidemment, européens. Bon, les couples franco-germaniques sont importants. D'autres pays clés donnent parfois des plus, quand c'est des pays d'Europe de l'Est, par exemple. Et puis, il ne faut pas hésiter à prendre des pays qui sont peut-être moins mis en avant, Israël, Australie, etc. Mais s'ils sont clés dans le développement, il faut les associer. Et c'est le compromis de trouver les meilleurs qui soient sur la planète, pas composés parce que ça arrange l'Europe, mais prendre les meilleurs au plan scientifique et surtout humain aussi, parce que c'est une vraie aventure humaine, il va falloir bien s'entendre. Enfin, il faut aussi un cabinet expert, donc c'était INSERM Transfer, mais il y en a plusieurs, hein, européens, français, européens, qui sont très forts parce que on peut être un bon médecin, un bon scientifique, mais on est nul en administratif, et puis en plus on n'a pas envie de le faire, on le fait mal, et il faut être bien aidé pour tout ce qui est montage, budget, etc., parce qu'on peut perdre des points, et on peut se retrouver dans une misère noire pour ce système-là. Alors du coup, ça a été un été massacré, puisqu'on n'a pas travaillé 3-6 mois, des coups de fil tous les jours avec les Italiens, les Espagnols, etc., pour essayer de monter le budget. Les Italiens qui ont jeté l'éponge parce que leur pays n'était pas en facilité. Voilà, bon, c'est des aventures qui sont assez sympas. Et puis à un moment, on raisonne, on se dit, voilà, ça fait 6 mois que je travaille à fond sur ce projet, et en fait, j'ai 3% de chance de l'avoir. Donc, il faut aussi être complètement fou, en fait, hein, pour se lancer dans ce genre de choses. Et quand même, au final, on l'a eu, et on a eu une note de 14,5 sur 15. On était dans les 6 prix dans ce plus gros appel d'offres, hein, qui était sur les essais cliniques. Et pourquoi on n'a pas eu 15 sur 15? Parce qu'en fait, c'était le CHU de Lille, et que méchamment, ils se sont dit, oh là là, c'est que Lille. Donc, c'est pas Paris, donc attention, ils ne l'ont pas fait avant, donc on a eu un demi-point en moins. Bon, maintenant, ça s'est réglé. Alors ensuite, il y a tout le déroulé et donc le temps qu'on a le financement, qu'on mette en place le grand agreement qui va prendre beaucoup de temps. Et là, l'autre gros conseil que je donnerais, donc ne partez pas sans un cabinet expert. Il faut parfois débourser 5 000 € pour la lettre d'intention, mais c'est volontaire. Il faut le faire avec votre institution. Enfin, maintenant, je pense que tout le monde le fait. C'est plus possible de partir seul, tellement le niveau est élevé sur le fond et la forme, sur l'aspect réglementaire, sur l'aspect financier, puis de faire des petites figures, des petits diagrammes, des petites choses que d'un point de vue scientifique et médical, on va dire c'est ridicule, c'est du market, mais ça marche en termes d'obtention du projet. Ensuite, il faut, quand on a le financement, on est content, mais c'est là où commence la longue série d'ennuis. Il y a une spécialité de l'Europe, hein, ils aiment beaucoup, c'est le message le vendredi soir qui demande en urgence de régler des problèmes insolubles et qui donc pourrissent le week-end. Donc ça, c'est leur spécialité numéro 1, hein, comme tout le monde, on aime bien envoyer ces messages le vendredi soir. Et donc, si on n'a pas une équipe de choc associée, bah, en fait, on peut arrêter d'être médecin ou scientifique, etc. Il faut juste faire ce projet. Donc, ce n'était pas mon cas. Donc, je me suis entouré d'une project manager, qui est une juriste, ancienne juriste du CHU, et puis aussi d'une chef projet aussi à INSERM Transfer, c'est-à-dire qu'il y en a une à la fois qui est sur le terrain avec moi, et l'autre qui a une bonne connaissance de ce que demande l'Europe dans, vous connaissez, hein, son discours qui peut être abscon, difficile, qui demande des éclaircissements et pour lequel cette personne va pouvoir donner un éclairage et nous permettre d'être pertinent dans les rapports qu'on va faire à l'Europe. Donc c'est vraiment important. Alors l'organisation, voilà, bon, c'est assez classique. Là aussi, il faut vraiment se faire plaisir dans un Scientific Advisory Board, à prendre les meilleurs au monde. Souvent, les gens acceptent pour orienter, aider le management. Bien sûr, un IMB, c'est-à-dire s'il y a de la PI, généré. Là aussi, il faut s'entourer d'experts. Il faut avoir une bonne équipe avec qui on s'attend bien de project manager parce qu'on va passer des moments difficiles. Et puis, bon, bien sûr, une General Assembly avec un membre de chaque institution, pas trop de partenaires. Attention aux prestataires, attention aux règles de budget qui sont toujours très difficiles. Alors, nous, on avait aussi un DSMB parce que c'est un essai thérapeutique, donc des gens indépendants qui monitoraient un petit peu la sécurité de ce qu'on faisait. Alors, bon, le CHU était promoteur, ce qui nous paraissait naturel pour un essai clinique, hein, chacun sa spécialité. Bon, après, vous connaissez l'état des centres hospitaliers actuellement en France, avant Covid, maintenant post-Covid. Donc, c'est difficile. Donc là aussi, il faut s'entourer d'une équipe dans le CHU qui va pouvoir
gérer au mieux tous les aspects qui sont quand même assez colossaux. Et puis du coup, un CHU français, dans le cas d'un essai thérapeutique par exemple, ou dans un essai clinique, peut gérer ce qui est français, mais au niveau européen, c'est compliqué. Et donc on est passé, alors on avait un réseau déjà, le réseau français avec Olivier Rascol et Jean-Christophe Corvol, réseau FCRIN du Parkinson, ça nous a aidé parce qu'on s'est appuyé sur des centres experts en France. Et pour l'Europe, on est passé par ECRIN, qui nous a bien aidé à sélectionner les attachés de recherche qui allaient vérifier, monitorer la qualité des données dans les autres pays. Ça, c'était extrêmement important aussi. Lorsqu'on a fait le dépôt, on peut parfois accélérer les autorisations en faisant une VHP, Voluntary Harmonised Procedure. Je l'ai mis parce que c'est quelque chose qui a été fait. Alors bien sûr, c'est l'Europe, c'est toujours compliqué, c'est une magnifique aventure l'Europe, mais il y en a toujours un qui n'est pas dedans. Donc par exemple, là, c'est les Pays-Bas. Mais enfin, ça fait quand même gagner du temps pour qu'on puisse avoir des autorisations plus rapides parce que lorsqu'on met en place l'étude, et c'est là où je voudrais aussi tirer la sonnette d'alarme, lorsqu'il faut ouvrir les centres, hein, alors bien sûr, c'est très propre à un essai thérapeutique, mais même pour d'autres choses, hein, il faut voilà, ouvrir administrativement un centre. On oublie le délai qu'il y a entre le moment où on est prêt, on a les autorisations qui peuvent parfois être longues, hein, vous le savez, la NSM. Alors là, bon, c'est bien parce que du coup, toutes les agences de régulation du médicament peuvent se mettre d'accord, donc ça évite qu'il y ait un farfelu qui pose des questions stupides et qui fait perdre encore 3-4 mois. Parfois, les questions sont très pertinentes, donc c'est un petit peu une boîte de chocolat, mais au moins, là, avec une VHP, on va quand même un petit peu plus borner les autorisations. Mais ce qui est compliqué, c'est ensuite, il faut ouvrir les centres. Et quand on a 24 centres, en fait, on perd 1 an parce que administrativement, c'est très long, très compliqué. Et là, on a eu l'idée d'impliquer le binôme clinique ou scientifique et administratif. Hein. Il ne faut pas que les scientifiques ou les médecins restent d'un côté et les administratifs de l'autre, sinon c'est la mort. Il faut absolument impliquer très tôt les administratifs et les suivre. C'est-à-dire, si on dit c'est le contrat juridique, je m'en fous, là, en fait, ça va prendre 1000 ans. Donc, il faut vraiment faire des réunions avec eux pour les motiver et que chaque PI discute avec sa direction et de la recherche pour qu'on fasse avancer rapidement, parce que souvent, ça se bloque pour des bêtises et on perd des mois précieux que l'Europe, ensuite, ne va pas nous payer en plus. Alors bon, voilà, après, il fallait faire des ICRF, etc. Je vais passer rapidement. Il fallait aussi toute une gestion des traitements. Former les attachés de recherche et puis commencer les inclusions. Alors, bon, bien sûr, là, moi, c'était mon métier, j'ai fait beaucoup d'essais thérapeutiques, donc j'avais l'habitude, mais on a fait des flyers, des posters, un website pour essayer d'informer. On a fait une grosse campagne de presse, on est passé sur toutes les chaînes françaises, un peu trop d'ailleurs, pour motiver les participations de patients. Comme c'était des patients au moment du diagnostic, ça n'a pas eu un impact majeur, et ce qui a eu le plus d'impact, c'est finalement le réseau, le travail avec des médecins généralistes qui était plus cohérent. Alors voilà les websites, voilà des exemples de newsletters, de flyers que l'on a fait, qui peuvent aider plus ou moins, sont requis par l'Europe et qui nous font connaître. Je reviendrai, mais c'est vrai que l'obtention d'un H2020, c'est une formidable histoire dans le parcours d'un chercheur, ça c'est certain, donc il faut y aller. Donc le médicament, c'est donc on cumulait les complexités parce qu'il y avait aussi un partenaire industriel qui fournissait le médicament, mais ça l'Europe aime bien ça, hein, le public privé. La France, elle est encore un petit peu plus ilamine, même si ça change beaucoup ces derniers temps, mais l'Europe a bien compris depuis longtemps la force du public privé, et ça c'est très agréable dans des projets européens. C'est bien fait, on a un accord de consortium et ensuite on négocie les retombées. Et bien sûr, le partenaire est impliqué aussi dans la surveillance des effets indésirables, etc. Alors là aussi, il faut s'entourer d'experts. Hein. Moi, c'était après Delphine Smack, c'était Stéphanie Lanour et Inserm Transfer, mais ou d'autres sociétés qui connaissaient bien ça, avec Pauline, qui ont suivi le budget, parce que les centres parfois font un petit peu n'importe quoi, ils dépensent tout de suite. Donc voilà, donc il faut vraiment être vraiment dessus. Ça m'a permis de ne pas m'occuper de ça et donc d'avoir 3 autres H2020 dans l'intervalle. Sinon, j'aurais fait que agent administratif, parce que la partie administrative est monstrueuse. Il ne faut pas oublier ça, c'est catastrophiquement lourd. Et puis aussi, quand vous mettez vos délivrables, quand on écrit le projet, on a tendance à mettre plein de livrables, hein, donc il faut éviter ça. Hein, parce qu'après, vous allez vous enfermer dans des rapports stériles, parce qu'en fait, on ne fait que recopier ce qu'on a dit qu'on allait faire pour rendre compte à l'Europe. C'est-à-dire que l'idée du rapport et des délivrables est fondamentale, parce que c'est beaucoup d'argent public, donc il faut le suivre, ça c'est bien. Après, ce qu'il faudrait voir, c'est avoir un rapport qui soit plus pertinent, moins gargantuesque. Mais ça, c'est un autre schéma. Donc voilà, les rapports se font directement sur le site. Alors à partir du moment quand on a l'expérience, ça se fait assez bien. Quand on n'a pas l'expérience, c'est un peu plus dur.
Donc, on a aussi, bien sûr, fait toute une animation. Là aussi, l'animation, elle est très lourde au niveau européen, c'est-à-dire qu'il faut des annual meetings, des steering committee boards, des assemblées générales. Enfin, voilà, moi, je ne connaissais rien avant, maintenant, ça va. Je trouvais souvent, la plupart du temps, que c'était assez fatigant et pas très intéressant. Heureusement, j'amenais tout le temps mon SAB, mon Scientific Advisory Board, pour qu'on ait quand même des présentations scientifiques, qu'on puisse quand même challenger et motiver les gens. Parce que ce qui va motiver les collègues à inclure, à participer, c'est quand même la science, la médecine et l'objectif final d'avoir un impact sociétal de ces recherches. Alors, les annual meetings, on les a fait à chaque fois dans chaque pays, ce qui était sympa pour rencontrer les collègues, sauf pendant la période Covid, bien sûr. Alors, on a, oui, je passerai rapidement, bien sûr, on a créé un IMB pour s'il y a de l'API. Bon, ça se fait assez bien, il y a un board, on examine et puis on vérifie s'il y a une création de brevets. Alors, dans ce cas précis, bien sûr, on court toujours après le temps, parce qu'on est toujours un peu ambitieux lorsqu'on écrit notre projet. On veut faire croire à tout le monde pour être financé qu'on est extraordinairement fort, qu'on va très vite, parce que si on met des délais longs, ils vont dire « mais qu'est-ce que vous faites ?» Mais c'est vrai que souvent sur les essais, on est toujours en retard. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été très proactif, c'est-à-dire qu'on a beaucoup communiqué, fait des appels téléphoniques, transmis des newsletters, etc. Un peu comme celle-ci, vous voyez. Donc là, c'était les 372 inclus sur l'ensemble des centres européens, en mettant des petites flèches quand ils avaient inclus, en mettant des warnings rouges quand il y avait trop de sorties d'études, en faisant des conférences téléphoniques pour dire pourquoi vous avez autant de sorties d'études en Allemagne, par exemple, je sais pas, voilà, bon, bref. Et donc, on a été très actifs. Et on leur a dit, dès que vous avez le moindre problème jour et nuit, vous nous contactez. On n'a pas le droit d'être en vacances avec un projet européen. Mon H2020 m'a fait connaître dans le monde entier sur le Parkinson, mais a fait que j'ai plus jamais eu le droit de déconnecter à n'importe quel moment. Les adaptations du projet, donc voilà, ça c'est la vie d'un projet, il y a un partenaire qui décide de changer. C'est un détail pour vous, mais c'est beaucoup pour l'Europe, parce qu'après c'est un embêtement massif pour tout faire changer. Bon voilà, donc il faut être aidé, je vais passer plus vite à la fin. On a eu le Covid, bien évidemment, qui nous a frappé comme tout le monde. Heureusement, ça n'a pas eu de conséquences pour nos patients. Ça a eu une conséquence sur le monitoring. On a demandé une extension qui a été acceptée, mais bien sûr, at no cost. Évidemment, ils ne vont pas redonner de l'argent pour ça. Alors, c'est sympa, et je finirai par le fait de dire, voilà, vous avez vu, ça c'était la photo au départ avec les partenaires, l'équipe à Lille, d'autres partenaires, les collègues de Apopharma, d'autres collègues australiens, anglais. Et finalement, avec cette équipe, on a un vrai consortium international maintenant. Et puis, donc, on est beaucoup plus fort. Et donc, l'idée, c'est que c'est vraiment une formidable aventure, mais il faut vraiment y aller en équipe. Il faut connaître votre domaine d'expertise, et tout ce que vous ne savez pas faire, il faut le faire par quelqu'un d'autre. Voilà un petit peu le conseil que je voulais vous donner. Merci beaucoup. Sophie, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Alors non, je pense que les gens étaient très absorbés. C'est une présentation très dense, très intéressante. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Moi, j'ai une question. En fait, il y a deux choses qui m'ont marqué dans votre présentation. C'est vous avez dit que vous aviez eu 3 autres H2020 en fait pendant que vous étiez en train de coordonner celui-là. Et que vous étiez, que vraiment ce projet vous avez mis en lumière au niveau européen par rapport à la thématique Parkinson. Est-ce que donc c'est vraiment l'effet projet européen qui… J'ai oublié de le dire, mais je pense que ça a dû être dit avant. Je m'excuse de ne pas avoir participé à toute la réunion. Les Français ne demandent pas assez. Ils ont un bon taux de succès, mais je pense que vous avez dû le dire. Les Français qui demandent ont un bon taux de succès, mais demandent peu. Les Néerlandais et les Anglais demandent à mort, tout le temps, tout de suite, tout le temps, dans tous les sens. Donc je pense qu'il faut qu'on augmente un peu plus notre demande. Il ne faut pas avoir peur. Franchement, quand je me suis lancé, voilà, j'étais nobody. Bon, j'avais de l'expérience en clinique, mais voilà, il faut y aller. Je pense que c'est pas la personne qui fait le… Voilà, il ne faut pas se dire qu'il faut que je sois quelqu'un d'important pour l'avoir. Ça, c'est pas vrai. D'ailleurs, ils ne l'ont pas, ces gens-là. Il faut que c'est vraiment la qualité l'idée géniale qu'il faut, avec un impact important. Et à ce moment-là, il faut se lancer et ça va marcher. Ça sera pénible, ça sera douloureux, ça va marcher. Non, c'est vraiment, ça met en lumière énormément. Là, on attend les résultats du grand essai pour septembre. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas des patients, des collègues, des Américains qui demandent les résultats. Donc oui, c'est vraiment un éclairage important pour une carrière, c'est certain. Merci. Je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit au début de votre présentation, qu'il fallait inclure des pays exotiques. Alors, c'est plus le cas dans les Europes, dans les pays de l'Est, etc. C'est plus un critère de notation. Ce qui est noté, c'est vraiment l'expertise du partenaire que vous avez dans votre consortium et de quelle manière il va contribuer aux objectifs, quel que soit son pays.
Oui, vous avez raison. Nous, c'était plus facile que les centres de recrutement. Donc, on a inclus les collègues de Tchèque, mais la République tchèque, c'était des gens qui étaient très forts quand même. Mais vous avez raison, c'est vraiment l'expertise, c'est la science qui doit guider. C'est pas l'administratif ou les choix pour faire bien, c'est vraiment la science et la médecine qui doit guider. Sinon, ça se voit tout de suite, un expert voit que c'est monté en fait. Oui. On a une question par rapport à Écrin. Donc, est-ce que c'est Écrin qui a également géré les contrats d'essais cliniques dans les pays participants? Oui, alors oui, indirectement, mais on a été quand même. En fait, on a travaillé en équipe. Et c'est pour ça que c'est une formidable aventure, parce qu'on a à chaque fois travaillé en équipe. Donc, je pourrais donner les prénoms des différentes personnes. Amélie, par exemple, dans l'écran. Et ben voilà, et ben elle était avec Delphine, Stéphanie, ensuite Pauline. Et donc, elles travaillaient ensemble sur les montages et vérifiaient les choses, etc. C'est vraiment une équipe, en fait, qui fait qu'on y parvienne. Mais ce qui était bien avec Écrin, c'est qu'ils ont un super agenda. Ils savent qui dans les centres ils peuvent envoyer dans chaque pays. Mais on peut pas non plus, on peut jamais déléguer complètement sans être présent. Voilà, il faut quand même toujours avoir des personnes de confiance. Voilà, moi il y avait une juriste, donc c'était quand même aidant. Hein. Non, mais je sais parce qu'un des autres H2020, c'est pas moi qui le porte, le seul autre que je porte pas, les autres je les porte, mais c'est une copine qui le porte à l'université de Lille, et du coup, elle a moins d'aide, et c'est une souffrance, quoi. Parce qu'elle a fait on fait des bêtises au niveau administratif, enfin, voilà, ça va pas, quoi. Il faut vraiment être aidé par des personnes fortes, des project managers fortes qui ont bien appris ce domaine, c'est un métier. Mais ce qui est important, c'est aussi que enfin, tous ces managers qui sont nécessaires justement pour accompagner le projet, ils sont payés par la commission. Exactement, ils sont payés par la commission et puis c'est hyper motivant pour eux parce que, alors parfois c'est d'anciens juristes, parfois c'est d'anciens scientifiques, voilà, parfois des médecins, mais oui, et puis c'est leur projet, c'est leur bébé, donc c'est quelque chose de très motivant. Moi, chaque fois que je les ai vus, les project managers étaient hyper motivés, c'était une super aventure en fait. Hein. Et ils ont vraiment une liberté parce qu'ils ont tout un domaine à gérer que le clinicien ou le scientifique est heureux de pouvoir déléguer en fait. Hein. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas le gérer soi-même. Dès qu'on ne sait pas faire, il faut le faire avec quelqu'un d'autre. Et il faut l'anticiper, ça, en fait, hein, très tôt. Voilà. Donc en France, il faut demander plus, il faut vous lancer, n'ayez surtout pas peur. Ce n'est pas votre nom qui importe, c'est vraiment l'importance du projet. Ça, c'est un très beau message que je vais repasser en boucle. On a une question sur votre expérience préalable en fait, à cette coordination. Est-ce que vous aviez déjà monté un projet européen avant celui-là ou est-ce que vous avez une expérience en tant que participant dans un projet? Enfin, voilà. Non, je suis parti from scratch. J'avais l'expérience, j'ai été longtemps clinicien, puis après j'ai maintenant une équipe préclinique et la clinique. Mais non, j'avais l'expérience d'essai clinique. Donc ça, c'était précieux pour savoir. J'avais l'expérience du Parkinson. En fait, je connaissais mon domaine médical et scientifique. Et je savais comment gérer un essai clinique. Mais je n'avais pas du tout d'idée de la Java. Alors, pour rigoler, je pourrais dire que heureusement, parce que je ne suis pas sûr que je me serais engagé. Parce que c'est ce que je me souviens, au moment, j'avais ma fille qui avait 1 an et c'était un enfer, ce H2020. Et quand un jour, je me suis dit, mais punaise, j'ai que 3% de chance de l'avoir, je me dis, mais c'est complètement con, en fait, de se lancer dans un truc pendant 6 mois avec 3% de chance de l'avoir. C'est pas 3% quand même, on est plus près des 10-12%. Hein. Bah là, à l'époque, on était à 3%, et là, nous, quand on a vu la fin, on était à 7%. D'accord. Là, sur la fin de H2020, on est plutôt à 12%. Il y a une année même à 20%. Ça dépend des pôles, hein, donc c'est pour ça que c'est bien. Mais effectivement, non, mais allez-y. Je pense qu'il faut. Après, le conseil qu'on donne toujours, c'est comme pour les ANR qui sont très durs. Hein, c'est pas moins dur un H20 qu'une ANR. Si vous avez un projet qui a un impact fort, lancez et que vous avez des collègues internationaux, lancez-vous dans un H2020. Vous avez peut-être plus de chances que l'ANR qui reste très trusté, très scientifique ou scientifique. Ils font semblant qu'il y a un impact, mais c'est pas vrai. Donc là, l'Europe, ils ont un vrai. Excusez-moi, je parle vrai. Ils ont un vrai. J'ai rien contre l'ANR, hein, je suis très heureux de l'ANR, c'est une belle agence. Mais, et c'est bien qu'ils financent de la science pour la science. Attention, on a besoin de ça aussi. Mais l'Europe, ils aiment moins financer la science pour la science. Ils veulent vraiment un impact. Donc si on a un projet, quel qu'il soit, qui a un réel impact, l'Europe, c'est une super opportunité. Très bien. Et bon, du coup, je crois qu'on va finir là-dessus. On finit, d'accord. Ouais, parce que je crois que c'est un beau message. En tout cas, bon courage à tous et allez-y, hein, foncez. Merci beaucoup de votre témoignage honnête, mais tout de même enthousiaste et encourageant, parce que après ce premier projet, vous en avez quand même fait d'autres. Donc, oui. C'est un enfer, mais c'était un enfer utile. Et puis ça aide, après on se retrouve... Imaginez, vous ne l'avez pas, vous avez quand même construit quelque chose et vous pouvez le financer sur plusieurs parties, ou un autre peut vous contacter pour être dans un autre consortium. Donc ça va de toute façon, même si vous n'êtes pas financé, vous aider et vous faire avancer.
Donc, je pense que c'est important. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonsoir. Merci beaucoup. Bon, bah, en tout cas, c'était vraiment un témoignage très, très inspirant, très honnête effectivement, mais très clair aussi dans la manière, enfin comment aborder finalement la préparation d'un projet. Il faut s'entourer, je pense que c'est important. Donc en fait, ça fait une bonne transition avec, notre dernière présentation. Alors on a pris un peu de retard, mais je pense que c'était important quand même de passer un peu plus de temps, avec, David De Vos parce qu'il nous a vraiment donné un témoignage, très riche. Alors je, vais charger la dernière présentation. Donc la dernière présentation qui, concerne justement l'accompagnement. Alors bon, là il s'agit de l'accompagnement au niveau, national, hein. On ne parle pas de l'accompagnement que vous pouvez avoir, au niveau de vos organismes. Hem, qui est extrêmement, et qui est extrêmement important comme le disait David De Vos, mais donc là, c'est vraiment l'accompagnement national par le ministère et donc comme, ça a été dit plusieurs fois, dit et redit, effectivement, la France ne participe pas assez, à Horizon n'a pas assez participé à Horizon 2020 donc il y a vraiment une grande marge de progression finalement sur Horizon Europe et en fait, c'est un constat qui n'est pas nouveau, hein. C'est un constat qui est apparu déjà il y a plusieurs années et donc l'idée, qui a émergé, c'est de mettre en place un plan d'action national, pour accroître la participation française. Alors ce plan d'action, il avait, différents axes. L'objectif, c'était de plus inciter, de mieux accompagner, de mieux influencer finalement, de mieux faire passer nos messages et nos positions au niveau de l'Europe et donc ça a conduit à un certain nombre de mesures. Et donc je vous parlerai particulièrement de la réforme des points de contact, nationaux, puisqu'aujourd'hui, en fait, il y a de nouveaux points de contact qui ont été nommés au sein du MESRI, donc du ministère de la Recherche. L'objectif, c'était d'avoir un point de contact plus, resserré, avoir tous les coordinateurs des points de contact nationaux au sein du ministère, justement pour faciliter les échanges entre les différentes, thématiques. Et puis ensuite avoir d'autres, un réseau de points de contact qui était pris en charge par le MESRI. Ce qui était également important, c'était de pouvoir de déployer plus d'actions finalement en direction des réseaux et des structures, d'accompagnement. Donc voilà, alors en gros, aujourd'hui, le dispositif national d'accompagnement, il est composé du représentant au comité de programme, des groupes thématiques nationaux, des points de contact nationaux et des relais Horizon Europe. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste, avec l'objectif de mieux influencer, donc améliorer nos capacités d'influence sur la programmation, d'inciter, donc de communiquer sur les opportunités de financement et d'accompagner les déposants et les structures d'accompagnement. Donc là, vous avez le schéma en fait de la structuration au niveau national avec les points de contact nationaux. Vous voyez vous avez des points de contact nationaux dans toutes les thématiques de tous les programmes d'Horizon Europe. Et donc leur rôle, c'est d'informer donc à la fois la communauté de recherche, mais aussi ces fameux relais Horizon Europe. Donc c'est quoi ces relais? En fait, c'est un réseau de personnes qui, dans leurs fonctions, peuvent avoir à relayer peuvent justement bien relayer les actions du point de contact national au plus près du terrain. Donc en général, ce sont des chargés d'affaires ou des correspondants Europe ou des consultants. Et donc l'objectif, c'est vraiment via ce réseau de relais, ces relais Horizon Europe, d'optimiser la communication des PCN et de travailler plus étroitement avec ces personnes qu'on appelle des démultiplicateurs. C'est vraiment pas un beau mot, je ne sais même pas si c'est un mot très français, mais en tout cas, ce sont des personnes qui vont aider justement à faire passer le message au plus près des équipes. Et donc, tout le monde peut s'inscrire hein, dans ce réseau-là à partir du moment où vous avez cette fonction de communication. Et donc, il y a un formulaire en ligne sur le site Horizon Europe du ministère. Puis après, il y a les groupes thématiques nationaux. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir discuter de la position française qui ensuite est relayée par le représentant au comité de programme, donc pour la santé
c'est moi, donc vers la Commission européenne, justement pour pouvoir discuter les programmes de travail. Alors, le PCN santé, le point de contact national santé, qui est-on? Donc, je voulais vous présenter les différents membres. Donc aujourd'hui, on est une équipe de 4, donc l'équipe est aujourd'hui au complet. Donc Sophie Descamps de l'INSERM, Vania Rosas de l'Institut Pasteur et Catherine Tostin de l'APHP. Donc en fait, je vais vous donner la parole pour vous présenter et pour poursuivre cette présentation. Sophie, la parole est à toi. Merci. Donc, que fait-on en tant que PCN? On a plusieurs missions. Donc, vraiment, c'est vous informer, informer les chercheurs, sensibiliser et conseiller donc sur les opportunités de financement de projets d'Horizon Europe en santé, comme aujourd'hui par exemple, sur les modalités de fonctionnement du programme. Et on peut également organiser en fait des rendez-vous individuels pour vous rencontrer sur votre idée de projet, voilà, de manière personnalisée, voir quel serait l'appel le plus adapté, voir si l'appel que vous avez identifié est bien en adéquation avec votre projet, etc. Du coup, nouveauté dans Horizon Europe, on fait aussi maintenant la formation des réseaux donc, et des relais Horizon Europe, dont vient de vous parler Virginie. Donc ça, on reviendra vers vous plus tard. On est en train de réfléchir en fonction des remontées que vous nous avez fait pour ceux qui sont inscrits, pour organiser des formations, des ateliers, etc., qui correspondent à vos besoins. Et puis, si jamais on se rend compte, en fonction de vos demandes, que le cluster santé n'est pas adapté à votre projet, on est en capacité de vous orienter vers les collègues qui gèrent qui sont responsables d'autres instruments qui pourraient mieux vous correspondre. Voilà. Et donc, où trouver toute l'information sur nos activités? C'est une seule page, c'est le site d'Horizon Europe, où vous retrouvez de toute façon l'activité de tous les PCN thématiques. Donc ici, tous les événements que l'on organise seront publiés. Et c'est ici aussi que vous pouvez nous contacter, soit directement via le formulaire en ligne sur la page du PCN Santé, ou par mail à une adresse unique, donc pcn-santé@recherche.gouv.fr. Donc on essaye de répondre très rapidement en fonction des demandes, et on peut prendre des rendez-vous individuels pour aller plus en détail si nécessaire. Merci Sophie. Vania, je te donne la parole pour l'appel MRSEI. Oui, bonjour tout le monde. Et en fait, l'ANR a des appels d'offres pour des montages de réseaux scientifiques européens et internationaux. Et c'est une aide au montage, c'est des financements qui durent 24 mois maximum à 30 000 €. Et c'est une façon très efficace de monter un projet, une coordination, et choisir des partenaires, se mettre d'accord sur les sujets spécifiquement, ce que vous allez mettre pour répondre à l'appel d'offres. La prochaine date de soumission est le 7 juillet 2021. Alors, vous pouvez aller voir sur le site de l'ANR. Juste pour vous dire, le taux de succès pour ces appels, c'est de 47%. En fait, c'est presque 1 sur 2 de projets qui postulent, qui est financé. Alors, je vous encourage à aller voir sur le site et postuler si vous avez envie de postuler à un des projets européens. Merci. Et Catherine, je te donne la parole pour la slide suivante, pour les prochaines réunions. Merci Virginie. Bonjour à tous. À vos agendas, c'est le moment, puisqu'on a démarré toute une série d'informations depuis le lancement national du programme Horizon Europe, qui était le 20 mai dernier. Donc du 21 mai au 4 juin, un ensemble de webinaires sur les clusters, sur les questions transversales, sur les questions liées au juridique et financier. Vous les retrouvez, comme l'a dit Sophie, sur le site horizoneurope.gouv.fr.
Par ailleurs, à partir du 8 juin prochain et jusqu'à la fin juin, on met en place un cycle de webinaires sur les différents appels dans les différentes destinations. On a parlé pas mal des destinations. Donc, le programme sera communiqué très bientôt. Donc, à noter pour avoir plus de détails sur les différents appels à projets. Et enfin, la Commission européenne organise, c'est déjà organisé sur Horizon 2020, pardon, les Research and Innovation Days. Et là, c'est à partir c'est les 23 et 24 juin, encore en distanciel, vivement le présentiel, mais en tout cas, c'est un événement phare de la Commission européenne qui est toujours très intéressant à suivre. Et par ailleurs, et ça a été énoncé par Monsieur Jean-Luc Sahn, l'Infoday sur le cluster santé qui se tiendra le 2 juillet. Donc, je pense qu'on peut considérer que la date est acquise ou quasiment acquise. Et dans la foulée, devrait se tenir le Brokerage Event du cluster santé le 5 juillet prochain. Et je crois qu'il y a une autre diapo. Donc, encore une fois, le site de référence pour trouver toutes les informations sur le programme Horizon Europe, horizoneurope.gouv.fr, où vous y retrouvez le programme avec les structures, l'objectif, les appels à propositions et bien sûr les informations associées, les différents événements et webinaires, des témoignages, des conseils de bénéficiaires des subventions. On a vu que c'était toujours très intéressant à écouter. Et enfin, les programmes de soutien nationaux et régionaux, une rubrique de FAQ et de conseils, et également des fiches sur des questions dites transversales et encore une fois juridiques et financières, et également un suivi des statistiques. Donc, c'est l'outil qu'il ne faut pas louper. Merci beaucoup Catherine. Eh bien écoutez, je vais conclure cette réunion. Je suis désolée, on a un petit peu dépassé, mais donc en conclusion, on peut dire que là c'est un peu l'alignement des planètes parce que on a un plan d'accompagnement très important et là qui est mis en œuvre d'accompagnement justement pour vous soutenir dans la mise enfin en tout cas dans le dépôt de vos projets. Le programme de travail devrait être publié à la mi-juin. Et puis, vous avez vu, le budget est absolument considérable. Hein. Le budget, en tout cas pour ce premier programme de travail, il correspond au budget d'Horizon 2020 sur les 3 dernières années. Donc, c'est vraiment un budget très, très important. Donc, n'hésitez pas. On a eu une présentation extrêmement inspirante de David De Vos qui encourage vraiment à la participation, même si c'est compliqué. Si on s'entoure bien et si on s'entoure des bonnes personnes, eh bien, visiblement, c'est extrêmement positif de participer au projet européen. Donc, voilà, je vais conclure là-dessus. Bonne continuation et à vous au crayon, en fait, pour la rédaction des projets. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.